Voilà pour les premiers pas en termes de qu'est-ce que c'est, même si ça reste assez superficiel. On va s'intéresser maintenant aux limites. La première limite que nous avons vue, c'est en effet cette distinction entre la question de vrai et de vraisemblable, en gardant toujours en tête ceci, parce que il faut faire attention aux résultats qu'on a et pas les prendre pour argent comptant. Comme on a vu, on peut tomber sur des œufs de vache à n'importe quel moment. Ce qui est intéressant avec cette histoire des limites, c'est qu'en pointant chacun de ces éléments, chacune de ces limites, on s'est aperçu par le passé, et c'est un côté très rassurant, c'est que se dire «Ah, moi, je suis là, la machine, elle en est seulement là», parce qu'elle a ses limites. Sauf que, comme on va le voir dans cette partie, chacune des limites qu'on a pu pointer du doigt, on s'est aperçu que ces limites se sont progressivement effritées. J'ai pris quelques exemples qui illustre à la fois comment la machine fonctionne, mais aussi comment elle a évalué. Ici, on parle toujours notamment de ChatGPT. La première limite, c'était, dans les premiers temps en tout cas, une limite de temporalité, parce que certains de ces modèles, comme les premiers modèles de ChatGPT, étaient entraînés sur une base de données absolument gigantesque. Prenez une quantité phénoménale de livres, de sites web, de vidéos, de podcasts, de sources diverses. Et vous allez balancer ça dans la machine avec toute une série assez complexe de programmation. Et la machine va en effet faire ce travail de corrélation. À côté de tel mot, il y a habituellement tel mot, dans tel contexte, etc. Et cet entraînement avec lequel on nourrit la machine s'est arrêté jusqu'en 2021. Et dans un premier temps, si vous posiez des questions à la machine sur des événements post-2021, comme c'est le cas ici avec les élections présidentielles de 2022, où la machine nous dit que c'est Bolsonaro qui a gagné, la machine ne sait pas. Et souvent, elle invente, elle bluffe, elle raconte n'importe quoi. Ici, le fameux bullshit de la machine. Donc la temporalité, c'était une première limite. Et du côté des enseignants, on s'est dit, ah ben chouette, c'est une possibilité qu'on a, puisqu'on va pouvoir faire travailler nos élèves davantage sur des choses contemporaines auxquelles la machine n'a pas forcément accès. On va le voir, on a vite dépassé cette première limite. Deuxième limite, c'est la question des sources. Là aussi, ça avait un côté très rassurant pour nous, enseignantes et enseignants, de se dire, ben, la machine, elle est limitée dans ses sources puisqu'elle ne peut pas, comme le montre ici l'exemple, nous donner les sources sur lesquelles elle se base. Puisqu'elle va nous donner de nouveau un travail statistique, de probabilité, de prédiction, et pas forcément aller chercher directement dans les sources elles-mêmes. Et donc, si vous posez une question à la machine, quelles sont tes sources, comme c'est le cas ici, la machine vous répondra, je ne peux pas te dire, ou je ne sais pas. Sauf que ces deux premières limites, elles ont très vite été effacées, puisque désormais, depuis un certain temps déjà d'ailleurs, il est possible d'interroger la machine sur des événements post-2021, et il est possible de lui demander de fournir des sources, comme c'est le cas ici sur la dernière élection du Conseil d'État, où on a non seulement des résultats post-2021 qui sont justes, mais on a différentes sources qui sont cliquables directement dans le document, et ce qui nous amène vers des pages Internet. Donc ces deux premières limites ne sont plus vraiment des limites, puisque ces outils ont ajouté une deuxième couche qui permet aux machines d'aller surfer ou chercher le web pour trouver des réponses. La troisième limite qui a été pointée du doigt, c'est la limite des biais idéologiques. On dit souvent, ces machines, on a entendu dire, ces machines sont plutôt de gauche, sont plutôt de droite, elles sont plutôt woke, elles sont plutôt ceci ou plutôt cela. C'était notamment le grand travail de Elon Musk autour de la déwokisation de son modèle de langage. Il n'est pas tout à fait parvenu aujourd'hui encore. Le côté idéologique donc. L'exemple le plus probant que j'ai trouvé, c'est cette conversation que j'ai enregistrée avec la machine. Fais-moi une blague sur les hommes. J'aurais pu mettre un point à la fin de la phrase. La machine me dit, pourquoi les hommes ont-ils des poches sur leurs pantalons? Pour ranger leur portable et leur argent, mais aussi pour avoir quelque chose à mettre leurs mains quand ils ne savent pas quoi faire avec. Alors c'est pas particulièrement drôle. Et quand je demande à la machine, mais fais-moi une blague sur les femmes, j'aurais pu mettre un point là aussi, je suis désolé, je ne peux pas générer de blagues offensantes ou discriminatoires envers un groupe de personnes, y compris les femmes. Alors, on peut comprendre que les hommes ne sont pas un groupe de personnes. Je ne pense pas que c'est le cas ici, mais en fait, on comprend la logique là derrière. C'est que les femmes ont été identifiées, à juste titre d'ailleurs, par la machine comme étant un groupe qui est plus souvent discriminé et donc qui est à protéger. Et on peut faire des blagues sur les hommes, moins problématiques, mais moins sur les femmes. Donc en effet, alors, autant dans ce cas-là, c'est tout à fait compréhensible et légitime, mais autant ça peut poser pas mal de questions sur les choix éthiques, les choix du cadre qui a été donné à cette machine pour dire que ceci est acceptable et ceci ne l'est pas.
Et c'est d'autant plus problématique que, on va le voir dans une minute, ça a été fait dans une certaine opacité. Avant d'y arriver, on va quand même se pencher à comment ces machines ont été faites pour mieux comprendre ces différentes étapes. On est passé, alors je schématise parce que c'est un peu plus complexe que ça, on est passé par deux étapes, en tout cas pour ChatGPT. Dans une première étape qu'on a appelée l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on a donné, comme je disais tout à l'heure, une grande base de données, une grande source de documentation à la machine qui a fait son travail d'analyse statistique, de corrélation, de corrélation entre les différents éléments. Et puis, on s'est rapidement aperçu que la machine avait de nombreux biais horribles, des biais humains, parce que vous imaginez bien que si vous allez racler les tréfonds de l'Internet en essayant de chercher un maximum de sources, vous allez aussi racler les tréfonds de l'âme humaine. Et très rapidement, la machine s'est avérée être raciste, misogyne, avec beaucoup de traits extrêmement problématiques. Et donc, il a fallu rectifier un certain nombre de traits pour qu'elle ne reproduisent pas les nombreux biais humains qu'on ne voulait pas avoir. Et c'est pour ça qu'on est passé par l'apprentissage renforcé, c'est-à-dire qu'on a donné à des humains les réponses, des fois avec deux réponses, en disant, voilà, sur cette réponse, laquelle des deux réponses est la meilleure. Et donc, on a renforcé la machine en validant un certain type de réponse et en infirmant ou en disant, ça, c'est pas bien pour d'autres types de réponses. Ça s'est d'ailleurs fait dans des conditions assez discutables, notamment au Kenya, où il y a eu pas mal d'histoires là autour. Et donc, à travers ces deux étapes, on a pu poser ce cadre général qui dit que certains contenus sont acceptables et que d'autres ne le sont pas. Ça nous ramène à cette question de l'opacité. Le problème ici, c'est que ça s'est fait, c'est un certain groupe de personnes, a priori plutôt en Californie, plutôt aux alentours de San Francisco, qui décident de leur côté ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable, et ceci de manière complètement opaque. C'est un peu comme si vous souleviez le capot de votre voiture et vous ne voyez absolument rien du moteur. Et aujourd'hui, on a beaucoup de peine à savoir, en effet, à ouvrir ce capot de la machine pour voir comment elle fonctionne. Même les spécialistes sont en grande partie largués parce qu'ils ne voient pas, en effet, où va tel fil. Si on compare avec Wikipédia, vous le savez, on sait qui a écrit l'article, on sait qui a proposé les modifications, on connaît les différentes versions, on connaît les points de désaccord, on a des commentaires, on voit un peu toute la construction de l'article. Alors que du côté de ces IA génératives, en l'occurrence ici ChatGPT, c'est une boîte noire, une boîte opaque dont il n'est pas possible de soulever le capot, et ça soulève pas mal de questions. La dernière, j'aurais pu en prendre d'autres, mais la dernière ici, limite ou le dernier biais qui a été soulevé régulièrement, c'est le côté expertise pédagogique. Ces outils n'ont pas d'expertise pédagogique, en tout cas pas d'expertise pédagogique genevoise, ne connaissent pas les plans d'études, ne connaissent pas la situation genevoise. Ça, c'était vrai pendant un certain temps, mais on va voir aussi dans cette formation, il est possible de personnaliser son IA générative en la nourrissant de matériel pédagogique genevois, c'est-à-dire les plans d'études, les plans cadres, les programmes, les différents règlements, tous ces documents qui sont par ailleurs publics et qu'on peut donner à la machine et qui vont contextualiser vos demandes et avoir une réponse qui est adaptée à la situation genevoise. Donc je le disais, plusieurs limites, chacune de ces limites, on les pointe du doigt, ça a un côté très rassurant, on se dit ouf, moi je suis encore là, sauf que avec le temps, on remarque que ces limites s'effritent de plus en plus les unes après les autres. Pour illustrer les progrès absolument fulgurants de la machine, prenons un exemple. Il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, on a donné à une des versions récentes de ChatGPT, la version O3, on lui a demandé de faire un concours, une compétition de code, de programmation. Et ChatGPT a obtenu le score de 2727 sur 3000, ce qu'ils appellent le Hello Score. Et si on regarde le tableau, 2727, ça représente le International Grandmaster, ce qui représente les 0,05% des meilleurs codeurs du monde. Ça, c'est vrai pour le code, mais je pense que dans la plupart des disciplines, l'IA en est arrivée là et fait partie, en effet, dans la plupart des choses qu'on lui demande, parmi les meilleurs pour la plupart des disciplines. Donc on peut difficilement laisser tout ça de côté.